Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale, avec toutes les cultures représentées ce soir. Les livres, c'est Martial Debrief qui nous propose ses pépites, notamment un livre magnifique consacré au peintre Soulages, de la magie, avec Éric Borner, magicien mentaliste. Il est sur le plateau ce soir et non pas en close-up dans les rues. Du cinéma, on parlera avec Tristan Seguela de Docteur, avec Michel Blanc et Hakim Gemili, le régional de l'étape. Et peinture, Philippe Bier, artiste peintre, exposé à la Galerie Brûlé à Strasbourg. Il sera notre invité en fin d'émission. Avant cela, évidemment, c'est l'information, le JT présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous. Et à la une de l'actualité ce soir, les centres de formation des apprentis CFA d'Alsace manifestaient à Strasbourg cet après-midi pour défendre leurs spécificités. Une vingtaine de sites du parc naturel régional des Vosges du Nord proposent tout le mois d'octobre une programmation pour valoriser l'accessibilité et sensibiliser au handicap. Exemple au château du Lichtenberg. Et puis découvrez l'artiste allemande Käthe Kollwitz au musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. À très exactement 5 mois des élections municipales, les choses se précisent à Strasbourg après Jeanne Barséguian pour les Verts, Jean-Philippe Vetter pour les Républicains, Mathieu Kahn pour le Parti Socialiste. Voici Alain Fontanelle, l'actuel premier adjoint au maire de la ville, qui a annoncé ce matin sa candidature. Soutien de la République En Marche, il n'a pas encore l'investiture officielle, mais souhaite rassembler. Rappelons que le premier tour des élections se tiendra le 15 mars 2020, le second tour le 22, et les candidats ont jusqu'à fin février pour se déclarer en préfecture. Les CFA d'Alsace se mobilisent donc. Près de 200 enseignants, personnels, administratifs et agents ont manifesté en début d'après-midi devant le rectorat de Strasbourg pour dénoncer un projet de réforme de leur filière. En Alsace, il existe 15 centres de formation d'apprentis publics. Face à la loi Pénicaud qui entrera en vigueur au 1er janvier et son projet de réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ils souhaitent défendre les spécificités de ces CFA publics. Ils craignent la détérioration de leurs conditions de travail, mais surtout des conditions d'apprentissage des quelques 5000 jeunes Alsaciens. On écoute tout de suite David Grisinelli, secrétaire académique du syndicat des enseignants de l'UNSA. On a en Alsace des CFA publics qui sont de qualité, et pourtant on veut remettre tout ça en cause, simplement parce que les textes nationaux ne prennent pas en compte la spécificité alsacienne. On a un apprentissage public qui représente 50% de l'apprentissage et qui marche très très bien. On a des enseignants, vous les voyez là, qui s'occupent des jeunes, qui ont un réseau bien structuré avec les entreprises aujourd'hui. Et pourquoi en augmentant par exemple leur temps de travail de 25% sans augmenter les salaires? Ça, il faut quand même le dire. Comment veut-on améliorer l'apprentissage public dans ces conditions? Ce qui nous enrage le plus, c'est que ça ne donnera plus le temps de s'occuper des jeunes. Ça ne donnera plus le temps d'être en relation de manière satisfaisante avec les entreprises. La qualité de l'apprentissage alsacien, c'est ça aujourd'hui. C'est un réseau de relations qui existe entre tous. En faisant ce qui est prévu, il n'y aura plus moyen de le faire. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire comprendre qu'il y a une spécificité alsacienne. Ce qu'on veut, c'est qu'on ait un rectorat qui soutienne cette spécificité alsacienne et qui s'engage là-dedans. On attend de la rectrice qu'elle s'engage auprès du ministère. Sport maintenant, les basketteurs mulhousiens qui jouent en 3e division ont profité de la Coupe de France pour s'offrir un match de gala hier soir contre les pros de Gravelines, un club de l'élite. Sans surprise, les mulhousiens en blanc ont souffert face aux nordistes qui ont trop vite pris le large. À la mi-temps, l'écart était déjà de 32 points, 58-26. Pas de miracle donc au retour des vestiaires, les Alsaciens ont continué à subir les assauts de Gravelines, où évolue notamment l'ancien pivot strasbourgeois Bengali Fofana et ses 2,13 m. Mulhouse s'incline finalement 99-66 et va rapidement se reconcentrer sur le championnat national 1 où ils sont promus. Et suite de la Coupe de France ce mardi soir, Soufel-Weiersheim reçoit Nancy et Gris, c'est en déplacement à Denain. La SIG, elle, est déjà qualifiée directement pour les quarts de finale.
Direction le château du Lichtenberg à présent. Il accueillait ce matin une classe de l'école de la commune venue s'éveiller aux 5 sens. Leur guide dans cette aventure, des jeunes du foyer d'accueil spécialisé d'Ingwiller. Une visite organisée dans le cadre de l'opération L'éveil des sens qui vise à sensibiliser le grand public au handicap. Comme le château, une vingtaine de sites du parc naturel régional des Vosges du Nord proposent tout le mois d'octobre une programmation pour valoriser l'accessibilité. Camille Roland. Marcher pieds nus dans des sols différents, sentir des odeurs lointaines ou encore deviner à partir d'une musique un pays du monde. Il n'y avait certes pas de sens à la visite de l'exposition Destination du Monde ce matin, mais les sens des élèves de la classe de CP de Lichtenberg étaient bien en éveil. On sent des trucs et on doit le repérer sur la feuille. C'est un peu difficile. Je suis en train de deviner ce que c'est. Celui-là, c'est du riz. Ça, c'est le coquillage et ça, c'est de la semoule. Trop fastoche. Cela fait quelques années que le château de Lichtenberg participe à l'événement Éveil des sens, organisé par le parc naturel régional des Vosges du Nord. Cette fois-ci, le château propose une exposition de 5 ateliers autour des 5 sens. Est-ce que vous connaissez ça ? Éveil des sens, c'est donc l'accessibilité, découvrir la culture, l'environnement avec les 5 sens. Ça nous fait découvrir le monde qui nous environne en fait, tout simplement, regarder, observer. Je pense que c'est tout simplement éveiller la curiosité. Exceptionnellement, la journée découverte est animée par des résidents du foyer d'accueil spécialisé d'Ingwiller. Un défi pour ces jeunes en situation de handicap qui ont réalisé eux-mêmes les ateliers. Vous pouvez toucher tout ce qui est dedans. Si avec les enfants, comment ça se passe ? Un peu la trouille. Mais bon, ça passe bien. J'aide les enfants à faire les jeux. Ça se passe bien, mais je suis un peu perdu. En fait, on fait sentir les peaux et on doit deviner ce que c'est. Ce qu'il faut sentir, les épices, le basilic, tout. J'aime bien expliquer ça. Ouais. Pour leurs éducateurs, participer à Éveil des sens est une manière de les sortir de leur quotidien et de favoriser l'inclusion. Ils sont beaucoup valorisés avec ces ateliers. Ça leur permet de découvrir plein de choses, de pouvoir faire preuve de créativité. Pour les personnes en situation de handicap, c'est beaucoup de choses passent par ces 5 sens et pour certaines personnes, c'est pas évident de ressentir les choses. L'exposition est à voir jusqu'au 27 octobre. Dans le cadre de cette 5e édition d'Éveil des sens, d'autres rendez-vous seront proposés au public, comme l'effet papillon au musée Lalique ou encore la nuit des betteraves grimaçantes le 31 octobre. Käthe Kollwitz, figure de l'expressionnisme allemand et artiste engagée, est à découvrir au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. C'est la première rétrospective française consacrée à l'artiste du début du XXe siècle. Un reportage signé Cécile Motz. Peintre de formation, Käthe Kollwitz a aussi fait de la gravure, du dessin, de la sculpture. Et c'est bien l'artiste complète qui est présentée à travers 170 œuvres au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. Une trentaine de ces travaux appartiennent au musée alsacien. Les autres ont été prêtés par le Kollwitz Museum de Cologne en Allemagne. Le but ici est de mettre un coup de projecteur sur une artiste souvent méconnue en France. On a titré cette exposition Käthe Kollwitz, je veux agir dans ce temps, parce qu'en effet, ce qui est au cœur de son travail, c'est bien de considérer l'art comme un moyen d'action sur le réel. Tantôt politique, tantôt satirique, Käthe Kollwitz est connue pour son réalisme. Cette figure de l'expressionnisme allemand a souvent travaillé avec la presse pour faire connaître ses œuvres. Elle est importante parce qu'il y a un engagement chez elle qui est extrêmement fort. C'est une artiste qui va, durant toute son existence, témoigner de la misère, de la guerre, de la situation sociale, avec une grande empathie et une grande force.
Née en 1867 et décédée en 1945, la plasticienne travaille sur les grands drames de son époque. Deuil, amour maternel, guerre, mort, des thèmes durs qu'elle présente notamment dans un cycle, un ensemble de 7 gravures autour de la guerre des paysans. Une première image avec 2 laboureurs qui tirent leur engin avec peine au point de devenir des animaux de trait. Une deuxième planche terrible, puisqu'il s'agit d'un viol. La terreur vient en effet de cette image horrible, mais aussi de la présence de cet enfant qu'on le voit à peine ici, perdu également dans la végétation, qui observe cette scène atroce. L'exposition a débuté en octobre, en même temps que la fête nationale allemande. Dans les allées, nombre de visiteurs sont venus de l'autre côté du Rhin, tout un symbole pour le musée alsacien. Durant toute son existence et durant toute sa carrière, a lutté pour le rapprochement des peuples, pour la paix en Europe. C'est une exposition en effet qui est importante. Si nous avons un public allemand qui en effet connaît un peu mieux Käthe Kollwitz, mais un public français qui le découvre, eh bien on est très, très heureux de ce partage. 600 mètres carrés, 8 salles, l'exposition Käthe Kollwitz « Je veux agir dans ce temps » est à découvrir jusqu'au 12 janvier au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. Et on finit ce journal avec l'image du jour, Oliviane. Voulez-vous gagner un séjour 5 étoiles à la Chenaudière pour 2 personnes ? Nuit en grande suite, champagne à l'arrivée, un dîner gastronomique avec les boissons, petit déjeuner au grand buffet, accès au Nature Spa et une séance d'hydromassage pour 2. Valeur totale du lot, 1066 €. Alors à vos appareils photo, le concours Challenge Visite Alsace du site du même nom met en vedette l'Alsace, son patrimoine, sa culture, ses paysages, ses habitants et attention, il se termine le 20 octobre. Les modalités sont assez complexes et à découvrir sur le site, mais dites-vous que peu de participants, c'est plus de chances de gagner. Voilà pour l'actualité, merci beaucoup Anna. On accueille le plateau du soir. Hakim Gemili, venez nous rejoindre, comédien dans le film Docteur. Avec lui, accompagné Michel Blanc, on est ravis de vous accueillir. Tristan Seguela, le réalisateur. Et bien sûr les chroniqueurs du soir, Martial Debrief. Venez sur ce plateau nous rejoindre pour les livres. Et notre Eric Borner, magicien et mentaliste. Vous leur avez prévu une petite surprise. Ça va venir dans une petite minute, juste après la météo de Célia. Voici la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel. Bonjour à tous, on se retrouve pour vos prévisions météo de ce mercredi 16 octobre et c'est la fin de la précipitation sur l'ensemble du territoire transfrontalier. On retrouvera encore quelques nuages bas, notamment sur le Bas-Rhin ou encore dans la région du Bade-Wurtemberg. Ce sera beaucoup plus ensoleillé dans le Haut-Rhin ou encore dans le nord de la Suisse. Mais qui dit fin de précipitation dit température en baisse. Comptez 9 degrés du côté de Saverne ou encore de Strasbourg, 8 degrés pour Wissembourg ou encore pour Altkirch et Mulhouse, 7 degrés si vous êtes du côté de Colmar, ce sera la minimale. L'après-midi, on retrouve toujours quelques traînées de nuages sur la région Alsace, mais on verra quand même beaucoup plus le soleil, également très lumineux du côté de la région du Bade-Wurtemberg, ainsi que dans le nord de la Suisse, et des températures de saison. Elles sont dans la moyenne saisonnale, comptez 18 degrés du côté de Saverne ou encore de Strasbourg ou de Mulhouse, 19 degrés la maximale, ce sera pour Colmar, 16 degrés seulement si vous êtes du côté de Wissembourg, mais c'est déjà pas mal. On jette un petit coup d'œil maintenant sur vos prévisions de jeudi et le retour d'une précipitation sur le territoire alsacien. Ce sera beaucoup plus humide et nuageux dans le nord du territoire. On verra encore un petit peu le soleil du côté du Haut-Rhin. On comptera 20 degrés de moyenne en Alsace au meilleur de la journée, entre 19 et 20 degrés chez nos voisins allemands et suisses. Mercredi, nous serons donc le 16 octobre et nous fêterons les Hedwig. Le soleil se lèvera à 7h49 pour se recoucher à 18h38. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20. À demain. Salut! C'était la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel. Et on parle au cinéma ce soir. Michel Blanc est avec nous. Comment allez-vous, Michel Blanc ? Je sais pas. Ouais, on va voir, ça dépend de l'humeur. Tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Hakim Gemili. Dans la même état d'esprit que Michel. Je ne sais pas trop vous où ça venez va. d'où, vous ? Moi, je suis de Paris.
Non. De Célestat. Ouais, on en parlera dans un instant. Et Tristan Seguela, ravi de vous accueillir, réalisateur. Ravi. Oui. 3e film, un petit mot sur ce scénario, cette comédie. Docteur, on va en voir une bande-annonce dans quelques instants. Comment elle est née, l'idée, en fait, Docteur? Elle est née avec mon co-scénariste, en fait. Il m'a dit qu'il voulait faire... Enfin, je voulais depuis longtemps faire un film sur un médecin de nuit, parce que je trouve que c'est un beau personnage. Et il s'est dit qu'il sortait d'un film, en fait, qu'il était allé voir. Et le film était un polar, un film un peu inquiétant. Il s'est dit, et il m'a dit, vas-y, on essaye d'écrire un film sur un médecin qui se fait remplacer par un type qui l'est pas du tout. En fait, ce qui est un peu inquiétant dans le film, c'est le personnage du médecin. Il est un peu irascible. Je vous trouve très sympathique, Michel Blanc, je vous jure. Hein. Mais il est un peu acariâtre. Ça ne vous engage à rien. Comment vous avez abordé ce Toubib, ce docteur, hein? C'est un personnage dont on sent très bien au début que tout l'emmerde, hein, mais il a quelques raisons, on s'en rend compte après, d'être un peu lassé par les événements et par la vie. Il est seul pour pouvoir assurer cette garde de nuit de Noël, parce que tous les autres ont une famille, ce qui est pas, on verra pourquoi après. Lui, il n'en a pas, il n'a pas d'amis parce qu'il n'a pas envie d'en avoir, enfin bref. Donc il est un peu bourru, et il compense ça par une manière de soigner un peu à l'arrache, quoi, un petit peu. Et il y aura une belle rencontre. Je vous propose la bande-annonce. C'est effectivement le soir de Noël. Serge, incarné par notre invité Michel Blanc, est de garde pour SOS Médecins. Il picole un peu quand même durant les visites, ce qui lui vaut évidemment d'être repéré par l'ordre des médecins. Et en allant faire une visite chez Rose, qui est l'ancienne petite amie du fils de Serge, eh bien, il tombe sur ce garçon. C'est Malek, un livreur chez Deliveroo, plutôt bonne patte, plutôt serviable. Bande-annonce. Docteur ? Oui, quoi ? Fièvre pour toi dans le 18e, c'est tout seul cette nuit. Vous faites chier, hein ? Vous habitez ici ? J'aimerais bien, mais... Je sais que Noël c'est dur pour toi, mais un jour j'arrêterai de te couvrir. T'inquiète, je gère. Ah putain ! Je peux pas bosser ce soir. Faut que je te dise comment. T'es tout seul. Bien l'esprit de Noël, hein. Y a personne pour vous remplacer ? Vous êtes sûr qu'il n'y a aucun risque, hein ? Fais ce que je te dis et tout se passera très bien. Docteur ? Oui, c'est moi-même. Et j'ai très très mal au ventre, ça me fait comme des coups de poignard. On peut peut-être essayer de vous éviter l'hosto. Et puis c'est Noël, non ? Fais gaffe, mon pote, tu sais pas dans quoi tu mets les pieds. Hein. Il a un bouchon qui lui obstrue le rectum. Est-ce que vous pourrez être un peu plus clair ? Ça arrangerait tout minute, s'il vous plaît. Il a de la merde séchée qui lui bouche le trou du cul, et toi tu viens de lui proposer de le déboucher. C'est clair comme ça ? Beaucoup trop. Bonsoir, c'est le docteur Nanounani Nani. Mamou Mani, bordel. Bonsoir, docteur. Il y avait 38,2 il y a 1 heure. On va la reprendre quand même. On va la reprendre quand même. Bon, les mains. On recommence en essayant de viser le front, s'il te plaît. Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur. Super. C'est ouf ce truc, hein ? Oula, qu'est-ce qui se passe ? Docteur, qu'est-ce qui m'arrive ? Vous venez de vous pisser dessus, en fait, là. Mais pas du tout. Alors, docteur, vous voyez quelque chose ? Docteur ? Voilà, je vois Tristan Seguela content que Martial Debrief se marre pendant la bande-annonce. Un petit mot avec vous, Hakim. Ce soir, à 20h, UGC Cinécité, avant-première, vous allez présenter, vous avez le même rôle que Michel Blanc, Retour aux sources. C'est quoi quand on présente un film comme ça, son travail dans sa région ? C'est beaucoup d'émotions, c'est une grande fierté aussi. C'est vrai, hein, ça me rend fier de venir présenter ça à mes amis d'enfance, à ma famille aussi. Et puis, je suis très très heureux d'être là aussi, soit dit en passant. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de revenir en Alsace. Et là, avec un film en plus, avec Michel Blanc, extraordinaire. C'est la classe. La classe. Michel Blanc des Dieux, vous en avez fait pas mal, déjà, avec d'autres acteurs. Marche à l'ombre, viens chez moi, j'habite. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Comment ça s'est passé, en fait, avec Hakim ? Alors, ça s'est très bien passé. Mais quand j'ai vu les essais, on en parlait tout à l'heure, quand j'ai vu les essais, parce que j'avais dit à Tristan, moi je suis d'accord, le scénario me plaît beaucoup, ça me fait beaucoup rire, c'est extrêmement bien écrit, le personnage est profond, il est drôle, mais c'est un duo, si je ne connais pas l'acteur avec qui je vais le faire, je ne sais pas si ça va fonctionner les deux.
Et quand j'ai vu les essais de ce Lascar, je me suis marré, j'ai dit oui, ça, je suis sûr que ça va... Voilà, je suis sûr qu'en tout cas que c'est un très bon acteur. Et puis ça... Voilà, le tournage a prouvé que je ne m'étais pas trompé sur le fait qu'on est très complémentaires. Ça, c'est bien. Dans un duo, il faut être complémentaire. Il ne faut pas être rivaux, il ne faut pas être pareil. Voilà. C'était ça l'idée, Tristan. Les deux ne se ressemblent pas du tout. Non. Hakim est excellent. Alors, Michel Blanc, évidemment, c'est un grand acteur, ça, tout le monde le sait. Mais Hakim est excellent dans le film. On ne voit pas de différence, en fait, de jeu. Comment vous êtes tombé sur Hakim ? J'ai fait un énorme casting. J'ai vu 150 comédiens, pour la plupart très jeunes comédiens, débutants, etc. Mais Hakim, il est plus que débutant, c'est son tout premier film, c'est sa première apparition à l'écran, et ça me tenait assez à cœur aussi. C'est pas que pour ça que je l'ai choisi parce qu'il est super drôle, et super bon, et super juste, etc. Mais il est super beau, et aussi... il avait jamais fait ça, voilà. Et je trouvais ça super de le confronter dans le film à quelqu'un qui a plus de 70 films. Alors, j'ai vu, Hakim, une vidéo où vous dites, moi, je n'étais pas très bon élève à Célestat, juste un petit peu dans le football, etc. Ouais. Aujourd'hui, c'est une super revanche, j'étais un super acteur. Un super acteur, j'espère que ça va être le cas. Pour l'instant, c'est mon premier film. Je ne peux pas encore prétendre même être encore acteur. Enfin, je ne me considère pas encore comme acteur dans le sens où le film n'est pas encore sorti. Tu vois, donc j'attends de voir les résultats, j'attends de voir comment ça se passe. En même temps, vous voyez, vous êtes tendre dedans, je disais bonne patte, c'est vrai, vous êtes le mec sympa, quoi. Mais dans le bon sens du terme. Hein. Ah oui, non, c'est clair que Malek, en tout cas dans le film, c'est quelqu'un... moi, je le définis comme tu me dis si je me trompe, mais en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai travaillé le truc. C'est un mec bien, c'est un mec qui est enthousiaste, c'est un mec qui a envie de faire plaisir aux gens, c'est un mec qui est avenant, et c'est un mec qui est ouvert et qui a envie d'aller de l'avant. Comment il vous a dirigé, Michel Blanc ? Parce que vous êtes réal en plus, hein. Vous avez réalisé pas mal de films. Comment est-ce qu'on est dirigé quand on est aussi réalisateur, quand on connaît aussi bien finalement ? Mais moi, à partir du moment où je suis engagé comme acteur, je ne m'occupe que de ça. C'est-à-dire que je ne m'intéresse pas, non pas dans le sens des intérêts, mais dans le sens aller regarder comment il fait, où il met la caméra, pourquoi il filme. Ça alors là, surtout pas. Il n'y a rien de pire sur un plateau que d'avoir un acteur qui se mêle de mise en scène. C'est une... Enfin, je dirais pas le terme, c'est très grossier, mais c'est une douleur dans le cul. Ben justement, il y a une scène, j'ai juste envie de savoir si elle a été tournée un peu plus quand même. Il y a une scène effectivement où il y a quelqu'un qui a des gros problèmes. Oui. Comment ça s'appelle ? Moi je connaissais pas du tout. Fécalome. C'est quoi un fécalome ? Michel. C'est dur en télé. Hein. Ah oui, c'est vous le pro, Michel. C'est une obstruction, en fait, c'est un bouchon fécal qui obstrue le rectum. Voilà. C'est délicat. Et le reste est expliqué dans le film, et comme c'est un peu plus précis, je ne le dirai pas. À cette heure-ci où les gens mangent. Il paraît que vous êtes très bon en médecine. Je suis très bon en hypocondrie. Ah oui, c'est ça. Donc j'ai des bases. Et quand on est hypochondriaque, on peut jouer le rôle d'un toubib. Hein. Ah oui, c'est très réjouissant. C'est assez jouissant. Ah, c'est pas une thérapie totale, parce que ça ne m'est pas passé, mais c'est très réjouissant. Bon, les ressorts de l'humour, Hakim, comment ça se passait avec l'oreillette dans le film, en fait. Vous êtes le médecin, vous remplacez en fait Michel Blanc et vous guide à l'oreillette. Comment ça se passait le tournage ? C'était drôle ? C'est quoi les petites anecdotes de tournage ? Effectivement, c'était très très drôle. On avait souvent, j'avais des voix témoins. Ouais. Moi aussi. De temps en temps, et Michel aussi, c'était un peu galère d'ailleurs ça. C'est pas, c'est une gymnastique parce que on se parle et c'est pas la voix de l'autre qu'on entend qui répond. Enfin bon. Mais ça marche très bien. Ça marchait quand même très bien. Ouais, franchement, on a beaucoup ri, que ce soit entre les prises, pendant les scènes. Franchement, j'ai passé. De toute façon, c'était un très bon moment tous les jours. Voilà, c'est un super film, c'est une super comédie. Bravo à vous, parce que vous êtes le petit nouveau. Michel Blanc, j'ai dit, moi j'ai le plus grand respect. Vieux, ouais. Bravo quand même. Je me permettrai pas. Alors, vous savez que ce film sortira donc le 11 novembre. Non, décembre. Les jeux qui sont Soyez pas impatients comme ça. Voilà, 11 décembre, vous pouvez le voir si vous êtes encore très rapide. Il vous reste 40 minutes pour aller à l'UGC Ciné-Cité Strasbourg et vous rencontrerez bien sûr les comédiens. Vous restez avec nous. Je vous présente Éric Borner, c'est un mentaliste, c'est un magicien. Regardez. Voilà, retour en plateau, un peu le bordel évidemment, puisqu'on va déplacer comme ça nos invités. Éric Borner prépare et propose chaque semaine soit des tours de magie en extérieur, soit sur le plateau. Est-ce que vous êtes prêt, Éric Borner ? Je
Je suppose que oui. J'ai passé toute la nuit. Alors, j'ai vu la bande-annonce, pour être très honnête, juste hier soir. Ouais. À minuit et demi, 1h du matin, comme ça vous saurez tout. Ce que je vous dis là est vrai. Et du coup, je me suis penché sur la question. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais emmener en magie? Et pourquoi pas les miracles du corps humain? Et c'est vraiment parfait pour Michel fascinant. Blanc. Hein. Et, exactement. Donc je viens d'apprendre que vous êtes hypocondriaque, il y a plein de choses très fascinantes, on va y revenir dans quelques instants. J'ai passé quasiment la nuit à pencher dessus, j'ai un mal de crâne pas possible, il m'en reste une, je vous la donne pour tout à l'heure. Si vous ne comprenez pas ce que je fais, on pourra l'utiliser. L'idée est très simple. Je vais m'installer à côté de vous. Est-ce que je peux prendre le tabouret? Allez-y. Est-ce que quelqu'un sait prendre une pulsation cardiaque? Michel est expert en la matière. Non, pas expert, mais... Alors, Il sait faire. Il sait faire. Voilà. Alors... Ça va bien, vous n'êtes pas trop stressé là, Eric? Alors j'ai fait 4 bouchons pour arriver, en voiture, aussi, pas les mêmes voiture aussi. Dans le film, il n'y en a qu'un bouchon. Donc je suis arrivé C'est pas un le petit même. peu vite. Alors. Et on va essayer de calmer un petit peu tout ça. Michel, je vous invite à prendre ma pulsation ici, à récupérer le marqueur Merci, là. pardon. Voilà. Et pour que les téléspectateurs puissent suivre le rythme, juste de taper, d'indiquer le rythme, vous me direz s'il est rapide ou pas. Il est certainement rapide pour le moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va. Ça va? Il n'y a pas de tachycardie, il y a petit stress. Je dirais 72, 74. Très juste. Continuez à suivre le rythme, quoi qu'il arrive, si vous le voulez bien. Je vais fermer les yeux quelques instants pour me concentrer. Il est mort. Est-ce qu'il y a une petite différence? Oui, on s'est calmé. Pendant cette petite absence, j'ai eu une vision, un flash. Si vous me permettez, je vais la noter là. Ça va nous servir de prédiction. J'ai pas eu le temps de la noter en amont. Je suis vraiment désolé, hein, mais dans les bouchons. Là, vous allez écrire une prédiction, c'est ça? Oui. Hakim, hein, c'est ça? Hakim, exactement, avec un H. Avec un H. Comme dans Hakim. Comme dans Hakim. Michel. Rappelez-moi le Tristan. Donc là, le pouce était arrêté. C'est dingue. Ok. Ah tiens, je vais vous laisser ça. On va y revenir dans quelques petites secondes. Je vais vous demander qui veut parler un tout petit peu anglais parmi vous trois. Tristan, il est un petit peu. Très habilement. Tristan, très anglais. Dites-moi Non, stop pas quand vous très. le souhaitez. Stop. Ok, c'est juste, on va le refaire, mais en anglais, un anglais marqué. N'importe où, juste me dire stop. Stop. Ok. Ouais, non, c'est très bien, Hein, c'est très bien. c'est très bien. C'est bien. Ça me change. C'est un good stop. Et Ah je ouais, vais vous avec demander, l'accent. Michel, si vous voulez bien, de récupérer le stylo. Je dirige la page en dessous de votre main droite et je vais vous demander de cercler un mot n'importe où, au hasard. Un petit cercle. J'espère que ce sera un mot. Ok. On va fermer le marqueur. D'accord. On est un tout petit peu dérapé, mais on est, je sais pas si on le voit. Et si vous bougez pas. On peut s'approcher. Vous êtes sur Étoile. étoile. Un feu d'artifice sur la rétine, ça traite de la rétine. C'est moi qui fais ça? Ah oui, je pense. Je sais pas pourquoi vous avez tremblé. C'est Une pour petite ça. tremblote, un petit Non, peu nerveux. Le c'est- fait d'avoir vu le cœur descendre, c'est vous qui avez tremblé, Michel? J'ai un doute. Je vous laisserai le livre, vous pourrez vérifier tout à l'heure. D'accord? Je vais vous montrer le mot que j'ai noté il y a quelques petites secondes, lorsque mon rythme cardiaque est descendu pour essayer de calmer. J'ai noté ici une prédiction, et le mot que j'avais choisi était... Ah, alors si on le voit à l'écran... Les chiffres? Oui. 4, 6, 7, 3, 1, 6, c'est ça? Oui, c'est les seules choses qui me sont venues à l'esprit pendant la petite absence. Ok. Mais je vous ai emmené également un outil presque oublié parfois avec Internet, malheureusement, selon moi. Mais est-ce que vous voulez bien ouvrir le dictionnaire qui est à côté de vous? Qui est fermé, hein? Qui est fermé. Qui est bien sous Vous voulez plastique. C'est vrai qu'il est fermé. On ouvre à la page. Et est-ce que vous voulez bien aller à la page 467? 467. La colonne numéro 3. Ouais. 3. Et si vous voulez bien descendre à la 16e définition, Étoile. est-ce qu'on peut le montrer à la caméra? Oula, ça va être très dur de le voir. Non mais nous on le voit, on peut leur dire Ouais, que c'est ouais. vrai. Hein. Est-ce qu'il y a marqué étoile, Michel Blanc? Il y a bien Étoile. écrit étoile. On peut zoomer ou pas du tout?
Non, tu ça. pourras pas. Voilà, on est là-bas, on est maximum. Ouais. Donc, non, mais c'est écrit, vraiment. Donc en fait, Michel Blanc entoure étoile, vous trouvez étoile en mettant cette prédiction dans la... Bon, c'est beau. Oui, et si on regarde juste là, je vous ai mis un paquet d'aspirine. Et à l'intérieur... Il y a une étoile. Non, il y a une aspirine, si vous avez mal au crâne, on pourra le prendre tout à l'heure. Mais à l'intérieur, il y a une petite... comment on appelle ça? Un descriptif, une tache de gras. Une tache de gras. Si on Ils sont en forme d'étoile. Ils sont en forme d'étoile. Je sais pas si on verra à l'écran ici. Mais... Si, on voit très bien. On voit très bien. Est-ce que je peux me permettre d'enlever? On la voit ici. Ouais, je peux enlever la veste quelques secondes. Bien sûr, enlever la veste, ouais. Voilà, Éric Borner qui vous retrouvez en close-up dans toutes les rues d'Alsace. Voilà. Il y a le feu. Que va-t-il nous faire? Et il y a marqué... C'est un fou ce garçon, il est énorme. Il y a marqué étoile. Bougez pas, restez comme ça, rapprochez bien du micro qu'on vous voit dans l'axe. Ah, il y a du muscle en plus. Hein. Ah ouais. Éric Borner. Bravo. Voilà, ce gars-là est complètement incroyable. Tout va bien, docteur Tristan? Tout va très bien. Voilà, je vous invite à découvrir ce film à l'UGC Ciné-Cité ce soir avec Michel Blanc, avec Hakim, le régional de l'étape. C'est bon, c'est bluffant quand même, hein, ce que je veux dire. Ah bah oui, mais j'adore ça, moi, les close-up comme ça. Voilà, c'est ce qu'on a pu voir. Hop, merci beaucoup Eric de passer devant la caméra après 10 ans de télé. C'est toujours pareil. Ça a été un plaisir, je vous libère. Bon film. Merci parce qu'il pensait être absolument transparent, magicien. Donc voilà. Allez, on marque une petite page de pub. Martial dans un instant et un artiste peintre, Philippe Dier. Moi, je vous remercie. Merci. Place à la pub. Merci. Merci. Et voilà, sur ce plateau maintenant, Philippe Dier, comment allez-vous Philippe? Ça va très bien, merci. On va parler de votre métier d'artiste peintre, d'une belle exposition. Avant cela, évidemment, ce sont les livres avec Martial Debrief. Bonjour à toutes et à tous. Alors après l'affaire Weinstein et Balance ton porc et MeToo, eh bien, je me suis replongé dans une histoire abracadabrante sur, en tout cas, un abus sexuel. C'est un livre de Karine Thuil et ça s'appelle « Les choses humaines ». C'est l'histoire d'un présentateur TV. Vous ne pensiez pas à moi en lisant, j'espère. Ah si, j'ai eu quelques réminiscences, bien entendu. Alors, dans cette famille, il y a Jean qui est présentateur télévision. C'est très différent de vous quand même, Lionel. Hein, c'est un arriviste, c'est quelqu'un qui marche sur tout le monde pour pouvoir y arriver et qui a une vie bien réglée. En tout cas, ses secrets sont bien gardés. Et puis, il y a sa femme, Claire, qui est de 25 ans, sa cadette, qui est critique littéraire. Et dans le genre aussi famille bien placée, il y a le fils qui vient d'avoir son bac à l'âge de 16 ans, qui va faire Polytechnique. Et l'auteur va faire un portrait absolument extraordinaire, psychologique de chacun de ces personnages pendant les 4 premiers chapitres. Vous ne savez pas trop où vous allez en venir. Et page 152, ça s'enflamme. Évidemment, il y a un viol. Jean se retrouve dans une polémique terrible, mais aussi avec toute la famille. La justice va s'écraser sur l'ensemble des protagonistes. Et ce roman, vous n'allez plus arriver à le lâcher. À partir de la page 152, j'ai compté, je n'ai plus soufflé. Jusqu'à la fin, j'ai pris le livre et je l'ai terminé. Excellent choix. C'est un des meilleurs ouvrages, je pense, de la rentrée littéraire. C'est pas son premier et franchement, elle a énormément de talent. Vous direz quoi? C'est un polar? On est dans le polar? On est dans on est dans le scandale, on est aussi dans la pression médiatique, on est dans la justice. C'est du MeToo, du Weinstein. Ouais, complètement. Et la vie d'une star de la télévision. Et très bien écrit. On a l'impression d'ailleurs que l'auteur butine tel une abeille ses personnages comme au début. Ce que l'on va
va retrouver à la fin, à travers évidemment cette mise en condition, on l'a dès le début avec ces personnages qui sont très très bien analysés. Pour le deuxième livre, vous voulez rester dans l'univers familial sur fond d'héritage. Exactement. Avec le dernier Laborie. Alors Laborie est évidemment un des personnages les plus connus de la librairie grand public. Christian Laborie vient de nous signer Dans les yeux d'Anna. C'est un très bel ouvrage. On est en 1975. Anna est appelée dans un village cévenol par un notaire qui lui apprend que sa mère était l'héritière d'une maison dans le village et que cette maison elle lui appartient désormais. Elle pénètre dans cet endroit, elle trouve une indication sur un mur la déconseillant fortement d'aller plus loin que ça. Évidemment, c'est comme les gamins. Attise la curiosité. Ça attise la curiosité et évidemment, Anna va partir à la découverte de cette maison et elle trouve dans la cave, derrière une pierre, le cahier de sa mère, un cahier dans lequel elle avait écrit l'ensemble de ce qui lui était arrivé durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un livre qui est passionnant et au-delà de ça, on va retrouver également tout le côté pittoresque, toute cette population cévenole qui, par son silence, sa passion et aussi cette emprise qu'il y a eu autour des familles cachées, cette belle France de l'époque qui s'est quand même battue contre le nazisme. Et ça s'appelle Dans les yeux d'Anna. Christian Laborie n'est vraiment pas son premier roman. On a plusieurs prix littéraires qui lui ont été évidemment alloués. Et même un téléfilm qui a été réalisé sur la fameuse rivière Espérance. Et le dernier roman de votre sélection, Martial Lebrief, s'appelle Pierre. Pierre, oui, un petit bijou paru chez Gallimard sans véritablement de bruit le mois dernier qui va beaucoup plaire à Éric Borner. Oui, parce qu'il s'agit... Mais pourquoi donc ? Parce qu'il s'agit non pas de la vie, ni d'une hagiographie, ni d'une biographie, mais... sans doute un des plus beaux témoignages de Pierre Soulages. Ça aussi a dit à Philippe. Exactement. Pierre Soulages, peintre qui est encore en vie, il est presque centenaire, et qui a travaillé beaucoup la couleur noire toute sa vie, donc le noir lumière notamment, et il va... l'auteur, qui s'appelle Christian Bobin, je pense qu'on voit bien le livre à l'écran, Christian Bobin, quitte Sète et gagne Paris pour rencontrer ce peintre. Sa famille, ses amis, son univers. C'est un roman. C'est un roman. C'est pas un récit. C'est quasiment un récit. D'ailleurs, on ne sait pas trop faire la différence entre le récit et le roman. Je pense d'ailleurs que Bobin a dû rencontrer le peintre. Et alors, ce qui est absolument exceptionnel dans l'écriture de ce roman, c'est que vous avez dans l'écriture, c'est une finesse extraordinaire, c'est vraiment un livre de littérature. Il y a autant de couleurs qu'il y a de noir finalement chez le peintre. Vous allez avoir autant de philosophie, de sagesse, de maturité dans son écrit que ces 140 pages vont vraiment vous éblouir. Je vous le conseille, si vous êtes peintre, vous allez adorer ce livre qui s'appelle tout simplement Pierre et qui, je l'ai lu en 1 semaine et demie, 1 page par soir, 2-3 pages, ça se lit très vite et c'est surtout un très 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 beau texte, un hommage magnifique à la peinture. Et bien justement, on reste dans la peinture. Christian Bobin de Pierre. On reste dans la peinture avec Philippe Dier. Ça va Philippe ? Ça va très bien, merci. Voilà, vous exposez actuellement à la Galerie Brûlée. Galerie Brûlée, c'est au cœur de Strasbourg. Et on vous considère comme un peintre onirique. Qu'est-ce qu'on entend par peintre onirique, Philippe ? Je pense que le terme onirique vient du fait que lorsque je conçois des scènes sur mes tableaux, ils sont faits dans un sens où je pose une énigme, c'est-à-dire que je confronte des modèles asiatiques, Extrême-Orient, notamment en l'occurrence le Japon, et je les place dans des lieux de Strasbourg. Alors effectivement, c'est des geishas qu'on découvre, vêtus dans la tradition chinoise. Regardez-les, on va laisser ces images dans des lieux qui sont totalement étrangers à la culture nippone. On est bien d'accord. On a vu la cathédrale de Strasbourg, par exemple. D'où elle vient cette inspiration, ce mélange comme ça de personnages qui sont très réels. On va zoomer tout à l'heure dans les images. D'où vient comme ça ce mélange entre ce monde nippon et la culture alsacienne ? C'est-à-dire que c'est un mélange, mais je ne peux pas donner toutes les clés parce que je pense que ça doit rester une énigme. Quand on donne trop de clés
comment dire, Eric Borner est d'accord avec vous, faut jamais donner les clés. Ouais, faut pas donner les noms, mais c'est secret. C'est le secret, mais je pense que la respiration, l'imaginaire, c'est de l'action, et si on donne tout, voilà. on limite, on crée des œillères. Tout à fait, c'est ça. Et alors bon, forcément, il y a quelque chose. Pour ma part, évidemment, j'ai un attrait, un magnétisme par rapport à la culture japonaise et le Japon. Donc ça, c'est pas évidemment anodin. Et puis, je pense que confronter, si je donne comme ça quelques pistes, je pense que confronter des modèles asiatiques, japonais en kimono dans des lieux qui sont propres à Strasbourg, remet en cause notre vision que nous avons de ce qu'on croit connaître. Par exemple, quand je place mes modèles sur la cathédrale, est-ce que j'offre pas justement une autre vision de ce qui est commun à tous les Strasbourgeois? La cathédrale, on la connaît, c'est l'emblème de Strasbourg. Et puis finalement, je propose peut-être une vision décalée qui permet une autre lecture ou une relecture d'un lieu qu'on pensait s'être approprié. Voilà, et cet espace est effectivement à tout le monde. La geisha, elle représente quoi pour vous ? Alors, c'est une féminité, il y a un choix aussi parce que c'est une féminité, j'ai envie de dire, anonyme. Derrière le phare, derrière les maquillages, derrière le kimono, on a le portrait d'une féminité et pas d'un individu précis. C'est pas le portrait d'une X personne, c'est le portrait d'une féminité. C'est ce que je recherchais à travers mes tableaux. Ça reste des personnages très silencieux. C'est aussi, ça contribue, je pense, à l'aspect onirique de ma peinture. Qu'est-ce que doit avoir le lieu pour vous inspirer ? Alors, il doit avoir de l'histoire et en même temps, ce qui est très important dans mes tableaux, c'est qu'il n'y a pas d'indication temporelle. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde n'importe quelle pièce, on est hors du temps. Hein. J'utilise des décors qui sont des décors d'histoire, mais qui ne sont pas des décors de mode, qui sont des décors intemporels. La cathédrale est millénaire, le palais du Rhin... Dans cette peinture-là qu'on voit, il n'y a pas un téléphone portable, il n'y a pas une lampe derrière, il n'y a pas une télévision, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ouais. Puis je suis nostalgique de ces époques, vraiment, le japonisme évidemment, donc tous ces mouvements, impressionnisme, etc. Donc on parle de peinture, on ne parle pas justement d'un contexte historique précis, on est dans la contemplation et dans le hors du temps. C'est quelque chose qui est très important. Peu de temps, 40 secondes. Quand est-ce que vous peignez ? Alors, je peins généralement la nuit, parce que c'est là où j'ai le plus de calme, c'est là où je peux vraiment me concentrer sur ce que je fais. Je sors pas de ma bulle distrait par un bruit ou par le portable, ce genre de choses. Je dois être vraiment très hermétique et généralement je suis incapable de peindre devant quelqu'un. C'est pas moi qui vais sortir à la vue de tout le monde. Très pudique là-dessus. Voilà. Et c'est long le travail sur une peinture ? Chaque toile a son histoire, chaque toile a son temps de réalisation. La question est toujours quand est-ce qu'on arrête un tableau. Et pour ma part, je commence un tableau, je commence une histoire et c'est variable. Hein, voilà. Philippe Dié à découvrir à la Galerie Brûlée avec cette très belle petite affichette comme ça où on voit ces femmes geishas dans la cathédrale de Strasbourg. Si on peut voir juste l'affiche de l'exposition. On la retrouvera sur Internet, on me dit dans l'oreillette qu'on ne l'a pas. Ça a été un plaisir, Philippe Dié, de vous recevoir. Merci, Eric Borner, pour encore cette magie avec tout à l'heure nos comédiens, avec Hakim, avec Michel Blanc et avec Tristan Seguela pour le film Docteur. Merci beaucoup, Martial. Avec plaisir. Nous repart dans l'actualité, de suite le tour des cantons, puisque c'était hier l'ouverture du festival. Vos oreilles ont la parole et Adrien Labi y était. On va le retrouver de suite. Sachez que cette émission est rediffusée toutes les heures et disponible en replay. Moi, je vous dis à demain, 19h. Salut. C'est reparti pour Vos oreilles ont la parole, le festival du conte et de l'art du récit. Hier soir, sur la scène de l'Espace Rohan, à Saverne, Marc Buléon et Odile Kaiser donnaient leur spectacle en vol de glace et de feu, de récits traitant du passage, une création mêlant voix, musique et peinture.
Le principe, c'est un peu la même chose que si tu regardes un livre d'enfant qui est illustré ou bien une BD. C'est que l'illustrateur, il doit donner quelque chose d'un peu différent de la parole pour que les deux ne soient pas ennuyeux ensemble. Donc peut-être la difficulté, c'est d'arriver justement à trouver cet écart sans mentir pour moi sur la parole de Marc avec mon dessin ou avec mes objets. C'était une nuit qui durait depuis plusieurs mois. C'était l'hiver. Il faisait froid. Très froid. Dans un igloo, une jeune femme était en train d'accoucher. Longtemps cantonné dans l'imaginaire collectif au volume de Perrault, le conte est avant tout un art de l'oralité. Loin de se limiter aux histoires pour les enfants, il s'adresse à l'homme, à son inconscient, à son imaginaire, à ses mythes. Aujourd'hui, il prend des formes si diverses qu'il serait vain d'en faire la liste. En tant que conteur, c'est une expérience vraiment particulière, puisque il faut qu'il y ait beaucoup de place pour le dessin et donc beaucoup de temps de parole en moins. C'est vraiment un plaisir incroyable à chaque fois d'être dans cette situation. Je ne suis plus la personne qu'on regarde, puisque les gens regardent, enfin le public regarde le dessin ou la personne qui dessine, très peu moi. Et j'ai besoin de très peu de mots. Et je trouve que c'est le bonheur pour un conteur. Elle a dit, tu vois, la montagne de Sam, là, derrière, il y a mon amoureux qui habite. Et moi, je n'ai pas d'autre solution, si je veux le retrouver, que de déplacer la montagne. Le roi a reposé la fourmi, elle a traversé, elle a pris un petit grain de sable, elle a traversé. Pour cette 10e édition de Vos oreilles ont la parole, les organisateurs ont mis le paquet. 100 événements dans toute l'Alsace, 95 spectacles dans plus de 70 communes. Comme chaque année, il y en a pour tous les goûts, dans tous les styles. Un effort particulier a été fait à destination des tout-petits. Alors, le petit truc de la prog cette année, ce sont des spectacles pour les tout-petits. Une petite coloration, comme on essaye de le faire tous les ans pour la petite enfance. Mais il ne faudrait pas croire qu'il n'y a que pour les tout petites oreilles. Comme tous les ans, dans la programmation, on trouve des spectacles pour les tout-petits, bien entendu. Mais on va trouver aussi des spectacles pour tous les âges, même des contes coquins. À la manœuvre pour l'organisation du festival, les bibliothèques départementales du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Elles apportent tout leur savoir-faire pour que même les plus petites structures puissent programmer des spectacles dans le cadre du festival. Il y a un accompagnement logistique de ces bibliothèques, il y a un accompagnement administratif. Il faut vraiment choisir les conteurs, leur proposer. Donc les deux départements vont dans les journées professionnelles, dans les festivals, repèrent des conteurs, les proposent et puis ensuite accompagnent vraiment les bibliothèques qui en ont besoin à la programmation, à l'administratif et à l'accueil. Derrière la mise en place d'événements comme le festival, Vos oreilles ont la parole, la volonté de faire des bibliothèques de véritables lieux de vie, un service public du lien social. Notre rôle, c'est de penser les bibliothèques afin qu'elles puissent conjuguer plusieurs fonctions. Une fonction de sociabilité où la parole a toute sa place, les gens viennent de plus en plus pour échanger entre eux, mais aussi des espaces plus confinés, plus tranquilles, puisqu'en fait, la bibliothèque peut aussi être un lieu de déconnexion et d'isolement et de solitude, pourquoi pas de méditation aussi et de travail, bien sûr. Donc aujourd'hui, les lieux que l'on pense conjuguent ces différentes fonctions et pratiquement 30% des gens qui franchissent la porte d'une bibliothèque ne viennent pas pour y lire. Le festival fêtera ses 10 ans l'année prochaine. On peut d'ores et déjà dire qu'il a atteint la maturité. Au conseil départemental du Bas-Rhin qui a lancé l'événement, on est très satisfait du travail accompli. Notre enjeu, c'est l'accès à la culture pour tous, dans la ruralité comme dans les villes. Et donc c'est ça dont nous sommes aujourd'hui particulièrement fiers, c'est qu'on a ces moments de récits, de contes, ces moments artistiques qui vont se diffuser du coup sur tout le territoire alsacien. Depuis 3 ans, Vos oreilles ont la parole s'exporte dans les bibliothèques haut-rhinoises. Aujourd'hui, elles sont 20 à accueillir des spectacles. C'est une occasion aussi pour les professionnels, d'une part, mais aussi d'autre part pour tous les bénévoles de nos médiathèques des deux départements, de se retrouver pour des actions et des spectacles communs. Et en quelque sorte, c'est la préfiguration de la collectivité européenne d'Alsace.
Vos oreilles ont la parole, c'est dans toute l'Alsace jusqu'au 3 novembre. Demandez le programme sur le site de la bibliothèque départementale du Bas-Rhin.